بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في إطار منتدى الذاكرة الذي تنظمه جريدة المجاهد وجمعية مشعل الشهيد، وعشية الاحتفال باليوم الوطني للصحافة المصادف في 22 أكتوبر من كل سنة، أتعين أن نخصص هذا العدد إلى رمز من رموز الحركة الوطنية والثورة التحريرية، وكذلك رمز من رموز الصحافة الجزائرية، ألا وهو الفقيد المجاهد عبد الملك تمام في الذكرى 40 لوفاته. ويشرفنا كثيرا أن نستضيف مجموعة من رموز الحركة الوطنية والثورة التحريرية في هذا اللقاء، ومن رموز الإعلام الجزائري كذلك الموجودين معنا في هذا اللقاء. وكما جرت العادة، بداية ننصت وإياكم إلى فاتح الكتاب ترحما على روح الفقيد وعلى روح شهدائنا الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. والآن نستمع للنشيد الوطني. أولا، من العادة باش يكون الفوروم منتدى الذاكرة كل ثلاثاء، ولكن استثنائيا هذه المرة درنا بالسبت عشية اليوم الوطني للصحافة. والمنتدى القادم سيكون إن شاء الله في بلدية الرئيس حميدو يوم الثلاثاء القادم، بمناسبة الذكرى 64 لاجتماع الستة التاريخيين للرئيس حميدو، وسيكون تكريما وعرفانا إلى المناضل والمجاهد سي مراد بوقشور. فيسعدنا كثيرا أن نستضيف مجموعة من الأساتذة ورفقاء الفقيد. وطبعا بداية سيقدم مسار النضالي والتاريخي والشخصي تاع المجاهد الفقيد سي عبد الملك تمام، سي محمد عتبي اللي هو مكلف من العائلة لتقديم هذه النبذة التاريخية، ثم تكون مداخلة للأستاذ الإعلامي والباحث في التاريخ سي عمار بوكوجا، ثم عندنا مجموعة من الرفقاء اللي هم راح يقدموا لنا شهاداتهم. ففي البداية سي محمد عتبي، بارك الله فيك على المشاركة، والكلمة إليكم، تفضل مشكور. شكرا. السلام عليكم. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous avoir honorés de votre présence pour rendre hommage à cette
à une personnalité si digne c'est Abdelmalek Temmam. Très touché d'avoir eu le privilège de faire cette présentation au nom de la famille. Il était de notre devoir d'organiser un événement comme celui-ci, connaissant ce qu'il a apporté à notre pays avant et après l'indépendance. Il était de notre devoir d'organiser un événement comme celui-ci, connaissant ce qu'il a apporté à notre pays avant et après l'indépendance. Cela fait déjà 40 années qu'il nous a quittés, mais il est connu que les grands hommes ne meurent jamais. Je n'ai pas eu la chance personnellement de le connaître. J'entendais parler de lui depuis que j'étais très jeune, jusqu'à un moment donné. On habitait le même quartier. Je me souviens que les qualificatifs qui revenaient le plus lorsque j'entendais parler de lui, par mon père, puis plus tard à la BNA et dans les milieux militants par les anciens, passaient par des mots tels que grand monsieur, grand homme, patriote ou encore compétent, mais aussi et surtout par des mots comme un homme très simple, modeste, populaire ou encore très serviable. Retraçons maintenant sa vie et son parcours. Abdelmalek Temmam est né le 25 février 1920 à Alger, plus exactement au 4 impasse Hannibal à la Casbah. Son père était commerçant, mais avait néanmoins une certaine instruction et il était bilingue, ce qui était assez rare pour les Algériens de cette génération. Sa mère était femme au foyer, mais très influente dans l'entourage familial et dans le quartier. Il avait un frère aîné, Mohamed, qui sera plus tard un des plus grands artistes peintres miniaturistes d'Algérie, et une sœur aînée, Saleha, qui était couturière. Il avait également 4 cousins germains qu'il considérait comme ses frères et sœurs. Lorsqu'il avait 5 ans, son père décida de s'installer au Maroc, à Fès, où il devint avoué de justice. Abdelmalek ne revit plus son père depuis cet âge-là. Il passa son enfance et son adolescence à la Casbah jusqu'en 1945, année à laquelle sa famille s'installa à Bab el Oued. Lorsqu'il vivait à la Casbah, Abdelmalek Temmam avait eu une enfance plutôt tranquille. Il avait effectué ses études primaires dans la mythique école Fatah, ou plutôt Msid Fatah, comme tous les enfants de son quartier de cette époque. Il y continua jusqu'au certificat d'études et il était bon élève. Il interrompit ses études qu'il reprendra un peu plus tard. En 1938, à l'âge de 18 ans, il adhérera à la section gymnastique du club sportif de l'AGVGA. Et un peu plus tard, en 1940, sentant qu'il avait des aptitudes pour le basket, il s'inscrira au Mouloudia d'Alger dans cette discipline. Étant devenu bon joueur, il y passa 5 années, c'est-à-dire jusqu'en 1945. Il remportera avec son équipe le championnat d'Alger en 1942. À cette époque, ses coéquipiers étaient des personnes dont les noms nous sont familiers jusqu'à présent, tels que Mahmoud Abdoun, Rabbaïn, Thémen et d'autres. C'est lorsqu'il était au Mouloudia qu'il commença à sentir en lui la fibre nationale et patriote. Il adhéra au PPA, Parti du peuple algérien, dès 1941. On peut considérer que sa vie de militant se composait de 3 phases. Avant 1954, entre 1954 et juin 1957, date de son arrestation, et enfin pendant sa période d'incarcération jusqu'à l'indépendance. Commençons par la première phase. Ayant un certain don pour l'écriture et un intérêt pour l'économie et la politique, son militantisme pendant cette phase s'exprimera principalement par sa participation et son implication dans la rédaction et la presse. Il commencera par écrire des articles qui seront publiés dans les quelques revues ou journaux clandestins soutenant le mouvement national. Il était, dès son entrée au PPA, admis à faire partie du comité de rédaction du journal de ce parti et qui, à l'époque, s'appelait La Nation algérienne. Il fut appelé à rédiger plusieurs articles dans les sections politiques économiques et politiques étrangères. Il fit aussi partie du comité de rédaction du journal L'Algérie libre, en collaboration avec Ben Youssef Ben Khedda et Issa Tidir, ainsi que de la commission de presse du journal Al-Maghreb Al-Arabi.
Abdelmalek Temmam avait toujours été très proche de Ben Youssouf Ben Khaddam. En 1941, il rejoindra le Karna et avait pris part à plusieurs de leurs actions. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas connaissance de cette organisation, le Karna était le comité d'action révolutionnaire nord-africain. Son rôle était de gagner la collaboration de l'Allemagne conquérante lors de la Seconde Guerre mondiale afin qu'elle aide notre mouvement national contre l'occupant français. On signalera que l'un de ses membres est toujours vivant et qu'il est même dans cette salle derrière ses 97 ans. Il s'agit de M. Sid Ali Abdelhamid, ici présent, et que Dieu est au Amr. On citera également d'autres membres tels que Mahmoud Abdoun et Mohamed Ouamara. Le reste de cette première phase de sa vie de militant sera composé surtout de ses participations et adhésions à différents congrès tels que celui du PPA-MTLD en 1947 lors de la création de l'organisation secrète, l'OS, celui du comité central en 1948 ou encore celui du comité des 7 membres. En fait, il avait participé à tous les congrès du comité central jusqu'au moment de sa détention en juin 1957. Pendant toute cette période où il militait, Abdelmalek Temmam travaillait en tant qu'agent puis fonctionnaire aux contributions diverses et avait intégré l'université d'Alger, d'où il fut diplômé en économie et politique. Il fera une formation complémentaire à Paris, toujours dans le même domaine. En 1953, il se mariera avec Fifi Dahim. C'était une femme avec qui il avait partagé beaucoup de moments de bonheur quand les choses allaient bien, et en même temps, c'était une femme qui avait su être à la hauteur lorsqu'il était très engagé dans la Révolution et lorsqu'il avait été emprisonné. Elle était d'ailleurs devenue elle-même militante et avait passé plus d'une année à la prison de Serkadji en 1960, après être passée par le tristement célèbre centre de Beni Msous. La seconde phase de sa vie de militant se caractérisera par plus d'actions et par des responsabilités plus importantes. En effet, pas longtemps après avoir rejoint le FLN en 1955, il participera au mois d'août de cette même année aux discussions de San Remo en Italie avec Ben Bella, discussions qui allaient aboutir à l'entrée des centralistes au FLN. J'aborderai maintenant un sujet un peu particulier, sachant qu'il concerne le lieu où nous nous trouvons en ce moment. Il s'agit en fait de l'histoire du journal El Moudjahid. Plusieurs ne le savent pas, et pourtant Abdelmalek Temmam en a été le premier directeur dès le lancement du journal en juin 1956 et a continué à l'être jusqu'en février 1957, période pendant laquelle El Moudjahid était publié et imprimé à Alger. Pour citer quelques sources qui témoignent bien de cette fonction qu'il occupait, il y a l'ouvrage de Pierre Chollet, Le choix de l'Algérie, celui de l'historien Gilbert Meignier dans son livre Histoire intérieure du FLN, et enfin celui de M. Youssef Farhi, présent dans cette salle, qui s'intitule Témoignages 10 ans de presse 62-72. Je voudrais rajouter aussi, toujours sur le même sujet, qu'en novembre 1974, donc bien des années après, Abdelmalek Temmam avait accordé une interview qui avait pour titre une interview à El Moudjahid lui-même, qui avait pour titre El Moudjahid fait parler le fondateur d'El Moudjahid. Il avait entre autres mentionné que c'était bien lui qui était chargé de fonder le journal sur directive des dirigeants nationaux. Il disait également que c'était lui qui avait rédigé le fameux éditorial du premier numéro qui s'intitulait Bulletin de naissance. D'autres sources indirectes disent que c'était Dahleb ou Ablan. Décrit par Gilbert Meignier et Mohamed Harbi comme étant l'idéologue du FLN, Abdelmalek Temmam jouera un rôle d'importance lors de sa participation au congrès de la Souma. Membre suppléant du congrès, puis membre suppléant du CNRA, il en a été l'un des inspirateurs et acteurs primordiaux. Il avait été le principal ou l'un des principaux concepteurs et rédacteurs du volet économique de la plateforme. En 1956, il fut chargé d'une mission à Paris, auprès de la Fédération de France pour expliquer les textes de la Soumam et s'enquérir de la situation auprès des militants de la Fédération. De février à juin 1957, Abdelmalek Temmam assurera peut-être la tâche la plus importante de son implication dans la lutte pour l'indépendance.
En effet, après l'arrestation de Brahim Chergui, il avait été désigné comme étant le nouveau chef de la zone autonome d'Alger. En témoigne Ben Khadda dans son livre Alger, capitale de la résistance, en page 166. Ensuite, juste après la grève des 8 jours, et lorsque tous les responsables du FLN s'étaient réfugiés à Tunis et au Caire pour échapper à la répression de l'armée française, plusieurs témoignages stipulent qu'il était devenu seul représentant officiel du CCE. Je cite Ben Khadda, au moment de quitter Alger, le CCE avait délégué ses pouvoirs sur la zone autonome d'Alger à Abdelmalek Temmam. Et ça, très peu de gens le savent. Il faut savoir que cela s'était fait dans le secret le plus total et que c'était resté longtemps sans que cela ne soit dévoilé. Même son ami Yassir Saadi, avec qui il était en contact très régulier à l'époque pendant cette période, n'en avait pas connaissance. Abdelmalek Temmam avait été arrêté et incarcéré en juin 1957. Nous entrons donc dans sa troisième phase de militant. Condamné à 10 ans d'emprisonnement, il passera par les prisons de Serkadji, Al-Asnam, Berwagia et El-Harrach. Ce qui est sûr, c'est que si les autorités françaises avaient su quelles étaient ses véritables responsabilités, la condamnation à mort lui aurait été inévitable. Il restera néanmoins très actif pendant sa période de détention. Avec Brahim Chergui et Mohamed Al-Alawi, ils formèrent des groupes internes d'intervention dont le but était, entre autres, de combattre l'administration, de maintenir le moral des détenus et de donner différentes sortes de cours. En parlant de cours, Abdelmalek Temmam était connu pendant sa détention pour donner des cours d'économie et de français. C'est Mohamed Saïd Maazouzi, ancien militant, devenu plus tard ministre du Travail, parlait de lui avec énormément d'admiration et d'affection. Il relatait, lors d'un témoignage enregistré, 2 ans avant sa propre disparition, que lorsqu'ils étaient tous deux détenus à la prison d'El Harrach en 1961, ils ne le connaissaient pas encore bien. Il avait une idée de lui comme étant quelqu'un de plutôt discret et un peu retiré. Jusqu'au moment où il devint plus proche de lui, il découvrira avec grande stupéfaction qu'il avait de gros bagages intellectuels, qu'il était très fort en économie, en politique et en français. Mais ce qui l'avait le plus impressionné, c'était sa simplicité et à quel point il était proche des gens, quel que soit leur niveau d'études. Il racontera avec beaucoup d'affection aussi la recette très particulière de la citronnade que c'est Abdelmalek leur préparait lorsque leur section a été livrée en citron. Il paraît que c'était un moment très attendu par les détenus, sachant qu'ils allaient savourer une de leurs boissons préférées. Arriva juin 1962, et après 5 années de détention, il retrouvera enfin la liberté. Quelques jours après, c'était la déclaration officielle de l'indépendance de notre pays. Après 7 années de guerre, un travail colossal allait s'imposer pour la reconstruction du pays afin de s'adapter à une toute nouvelle situation. Comme tous les Algériens, après toutes ces années de lutte, de sacrifice et de souffrance, un nouveau départ se profila pour lui. Étant spécialisé dans le domaine de l'économie, on lui confia dès juillet 1962 le poste de directeur général du plan et des études économiques, qu'il occupa pendant 3 ans. À cette période-là, l'enjeu économique était important. Il fallait identifier et évaluer avec précision les retards énormes laissés par la colonisation, définir les priorités stratégiques et entreprendre les réformes nécessaires. Sous sa direction et avec l'aide de ses collaborateurs, un certain nombre de réalisations avaient pu voir le jour et le plan avait pu devenir un interlocuteur sérieux aux yeux de l'administration et du pouvoir politique. Après avoir brièvement occupé le poste de conseiller du gouvernement chargé de la réforme et de la structure du crédit en 1965, le plus gros de sa carrière professionnelle fut la BNA, c'est-à-dire la Banque nationale d'Algérie. En effet, toujours pendant l'année 1965, la présidence confia à Abdelmalek Temmam une mission de grande importance. Il s'agissait en fait de l'édification d'une première banque nationale algérienne à caractère commercial, strictement orientée vers le développement de l'économie du pays. Il faut savoir qu'à cette époque, le secteur bancaire était un secteur très fragmenté et complètement conçu pour les besoins du système colonial.
La BNA avait officiellement vu le jour en juin 1966. Après plusieurs années d'exercice, Abdelmalek Temmam, avec l'aide de ses collaborateurs, avait réussi à faire de la BNA la plus importante banque commerciale en Algérie. Elle était dotée d'un très important réseau d'agences et constituait un socle essentiel pour l'économie. Ce potentiel fera d'elle, en 1974, la première banque en Afrique, en dehors de l'Afrique du Sud. Parmi les interventions remarquées pendant la période BNA, on notera celle à travers laquelle il avait fait, lors d'une réunion internationale, la proposition de la création d'une monnaie arabe unique, le dinar arabe. Il avait proposé que cette monnaie soit directement liée au prix moyen du baril de pétrole. Cette formule allait permettre aux pays producteurs de pétrole et arabes, en particulier, de ne plus dépendre des fluctuations des différentes devises et de leur assurer plus de stabilité dans leurs revenus. On retrouvera l'article traitant de cette question dans le journal Le Monde du 22 février 1974. On citera également le commentaire que M. David Rockefeller, grand banquier américain et grande référence dans le domaine de l'économie et des finances, avait fait lors des quelques déplacements qu'il effectuait à Alger en 1973, à l'époque du choc pétrolier. Alors qu'il était en réunion avec le président Boumedienne, en la présence d'Abdelmalek Temmam et d'autres collaborateurs, il avait saisi un moment au milieu des discussions pour déclarer au président, et je le cite, « Monsieur le Président, vous avez en Algérie, en désignant Abdelmalek Temmam, l'un des plus grands économistes du monde arabe. » Après avoir dirigé la BNA pendant les 10 premières années de son existence, il fut nommé en février 1976 ministre des Finances. Il occupa ce poste pendant un peu plus d'une année, puisqu'il avait été malheureusement rattrapé par une violente maladie. Réputé pour être un fin technicien de la banque et un théoricien de la finance, l'une des missions qu'il s'était donnée était celle qui allait permettre de freiner l'endettement international de l'Algérie. Endettement qui gonflait à vue d'œil du fait des financements externes qui devenaient de plus en plus importants. On retiendra à cette époque le très touchant témoignage de M. Georges Korn, un grand économiste et nationaliste libanais qui avait travaillé à ses côtés ici en Algérie et qui, plus tard, était lui-même devenu ministre des Finances du Liban. M. Korn avait une fois été très impressionné par la façon dont C. Abdelmalek avait réussi à négocier un très important prêt avec une grande banque saoudienne. Alors que celle-ci voulait que l'État algérien mette en gage ses réserves d'or, il avait fait usage d'une technique et d'un savoir-faire qui avait complètement surpris les Saoudiens et qui avait finalement pu aboutir les négociations. Le prêt avait été obtenu. Il se souviendra aussi comment Abdelmalek Temmam défendit la position de l'Algérie lors de la fameuse conférence du Fonds monétaire international à Manille, aux Philippines, en 1976, malgré la maladie qui est devenue de plus en plus pesante. En retournant vers Alger, après cette conférence et malgré la très grosse fatigue, il avait trouvé l'énergie pour s'arrêter à Téhéran et être reçu par le Shah d'Iran, monarque suprême de l'Iran de l'époque. On avait appris plus tard que le Shah avait prévu de le recevoir pour une durée maximum d'une demi-heure. Ils finiront par avoir passé plus de 2 heures ensemble. Toujours dans son témoignage, M. Korn dira que Abdelmalek Temmam, et je le cite, « Si Abdelmalek était l'une des personnalités les plus attachantes que j'ai rencontrées dans ma vie et dont je garde jusqu'à aujourd'hui, 40 années plus tard, un souvenir toujours vivace et ému. Je suis libanais, mais il avait réussi à faire de l'Algérie ma seconde patrie. C'était un homme de haute stature. À l'été 1977, la maladie le dominait de plus en plus. Il sera hospitalisé pendant plusieurs mois jusqu'à ce fameux 11 février 1978, jour où il rendit l'âme à l'âge de 58 ans, dans une clinique genevoise entourée de son épouse Fifi, la Rahma, quelques membres de sa famille et quelques amis. De retour à Alger, il sera inhumé avec les honneurs au cimetière d'El Alia en la présence du président Boumedienne et des membres du gouvernement algérien, de plusieurs officiels de l'État et surtout d'une foule très importante de personnes de tous milieux, lui témoignant toute l'affection qu'ils avaient pour lui. On n'oubliera pas ce jour-là le très touchant discours funèbre prononcé par Mohamed El-Mili, qui avait été très élogieux à l'égard du défunt. Merci de votre... شكرا بارك الله فيك على هذه المسيرة
المسيرة الطويلة والكبيرة تاع المرحوم سي عبد الملك تمام ربي يرحمه. إذا كانوا بعض الناس اللي قدموا شهادات فنبدأ بالأستاذ سي عمار بالخوجة، ربما كباحث في التاريخ يزيد يضيف لنا حاجات، ثم نشرع مباشرة في شهادات الحياة. 10 minutes. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي الخاصة للأستاذ لي هارون، وأنا دائما متعز بالحضور تاعو في عدة لقاءات، لأن خلى الأجيال الجاية شهادة هامة فيما يخص الدور تاع الفيدرالية تاع جبهة التحرير الوطني في فرنسا اللي لقبها بالولاية السابعة. تحياتي الخاصة كذلك للمجاهدين الموجودين في القاعة. تحياتي الخاصة للزملاء لأن نحتفل بيوم الوطني للصحافة. تحياتي للزميل محمد عباس اللي من الصحافة ينتقل إلى التاريخ. تحياتي الخاصة لحميد طهري. في الفنون التشكيلية كاين لا سبيسياليتي تاع البورتري. في الصحافة فعلا كاين لو بورتري. حميد طهري خلى كذلك très intéressant ouvrage où il révèle, où il exhume une foule de personnalités qui étaient menacées de sombrer dans l'oubli, comme le fut si Abdel Malik Temmam. Que puis-je ajouter à tout ce que vient de citer c'est Mohamed Atbi, sinon que de remonter dans le temps pour dire que هذه البلاد خلقت وبرزوا فيها عدة أقلام قبل الثورة المسلحة. Donc il y a une tradition dans l'écriture. Tradition dans l'écriture, pourquoi? Parce que c'est une écriture militante. يعني كتابة نضالية. كل من يعرف يستعمل القلم ضروري أن يستعمله ضد الإدارة الفرنسية وضد الاستعمار الفرنسي. نشير لبعض المحطات، بعض الجرائد اللي سبقت 1954. نروحوا في الزمان وفي المكان وفي مدينة باريس. مدينة باريس في العشرينات كانت جريدة تصدر اسمها لو باريا. لو باريا كان يكتب فيها وشيمين ويكتبوا فيها مناضلين موجودين آنذاك، وخصوصا قلم واحد السيد الله يرحمه مناضل ومن مؤسسين نجم شمال افريقيا وهو عمر إيماش. القلم تاع عمر إيماش موجود عدة مرات في جريدة لو باريا. ما بعد تأسيس نجم شمال افريقيا غادي تصدر جريدة وهي الأمة أو لا ناسيون، تبقى موجودة وأرقام يجوا من باريس إلى الجزائر. ولكن من بعد وصول السيد مصالح الحاج إلى الجزائر 1937 تصدر جريدة وهي لاجيري ليبر. لاجيري ليبر تاع البي ام تي ال دي. تصدر جريدة واحدة أخرى اللي شارك فيها السي عبد الملك تمام كما ذكر السيد محمد عتبي، وهي المغرب العربي. لماذا المغرب العربي؟ لأن باللغة العربية ضروري أن كل الحركة الوطنية بمختلف التيارات تاعها كان عندها اهتمام ب la promotion de la langue arabe, dont le peuple algérien a été privé par une administration coloniale maléfique. نبقى في العشرينات ونشوفوا جريدة كانت تصدر كان يقودها صادق دندان وهي الإقدام. من بعد غادي يديها يوصلها الأمير خالد ويعطيها نفس جديد ويعطيها روح نضالية beaucoup plus engagée que الإقدام تاع صادق دندان. Ce qui va inquiéter un peu l'administration coloniale et colons de ce pays qui vont le persécuter ou الإقدام غادي يسقط. Ils vont éliminer un peu cette voie de l'Algérie militante, cette voie qui va contribuer à l'éveil nationaliste de notre pays, de notre jeunesse.
يمنعوا الامير خالد من جريده الاقدام، ولكن كان موجود فرنسي موجود وعنده جريده يزودها بمقالات ضد وجود الفرنسيين وضد التصرفات تاع الاستعمار والكولون، وهي جريده لو تريد دونيون. شكون كان يقود هذه لو تريد دونيون؟ سي فيكتور سبيلمان كي ديفوني ان امي تري انتيم. الامير خالد كي يتكلم على فيكتور سبيلمان يقول له يا فيكتور سبيلمان انت تساوي 100 واحد من بني عمي، لان بعض من بني عمو كانوا يهاجموه في جرائد اخرى. J'aimerais combien je serais heureux que le nom de Victor Spielmann نصيبوه في ساحة أو شارع من هذه المدينة، لأن هذا فاني فرنسي اللي دهن نيف باش يدافع عن العرب، ومسيحي فرنسي ولكن عنده التزام على القضية الجزائرية. العشرينات والثلاثينات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بدات بالشهاب وغادي تكمل بالبصائر. نفس الفترة جريدة نلقاوها هي لا ديفونس تاع محمد الأمين العمودي. لا ديفونس نفس الفترة الثلاثينات 35 37 38 جريدة تصدر ويقودها محمد صالح بن جلول تاع الفيدرالية تاع المنتخبين تاع قسنطينة، يسموها لونتونت فرانكو ميزيلمان، ولكن معروفه بلونتونت. شكون لو ريداكتور اون شيف تاعها؟ السيد فرحات عباس. يعني شوفوا قبل لا تاسس الحزب تاع فرحات عباس كان يساهم بمقالات في هذه الجريده. من بعد 46 تاسيس ليدوما تاع السيد فرحات عباس، او قبل ليدوما التيار موحد، le courant qui a rassemblé toutes les forces patriotiques de ce pays, c'était أحباب بيان والحرية. أحباب بيان والحرية عندها جريدة يسموها إيغاليتي. يسرى ما يسرى مجازي 845 سيد فرحات عباس 46 غادي يكون الاتحاد الديمقراطي الليبرالي الجزائري ويستعمل إيغاليتي وعاود ينقلها إلى الجمهورية الجزائرية لا ريبوبليك ألجيريان. هذا بصفة مختصرة لحياة الأقلام اللي كانت موجودة قبل 54 ولقبوها بأقلام مناظرة. C'est-à-dire que c'était pas un journalisme de profession, mais c'était un journalisme de militant, d'intellectuels engagés avec la cause de leur peuple et engagés pour combattre le système colonial. نرجع إلى 54-62 شار سي محمد عتبي إلى جريدة المجاهد اللي شارك فيها كعضو ناشط سي عبد الملك تمام. 1955 سي عبد رمضان كان غيما غادر السجن الفرنسي اللي كان موجود فيه من 1950. Il a connu toutes les souffrances dans les geôles coloniales. C'est une phase qui est méconnue. Ce captif des Français est persécuté dans les geôles coloniales, tant en Algérie, tant en France. Il faut libérer. Février 1955. سي عبد رمضان مفكر، وكل الجماعه اللي عيط لها من بعض مفكرين، وجي برميني كما سبقني سي محمد يلقب سي عبد الملك تمام ب l'un des idéologues du FLN. Pourquoi l'un des idéologues? Parce que سي عبد رمضان réfléchit un peu à tout. الجريده، القسامن، المؤتمر الصمام. مؤتمر صمام غادي يكون لجنه مؤقته، une commission ad hoc qui va se charger de préparer la première mouture du congrès de la صمام. شكون فيها عمر رزقان، فيها عبد الملك تمام، فيها محمد البجاوي، فيها عبد الرزاق شنتوف. في الربيع تاع 1956 يقدموا سي عبد رمضان افيك بن خدام، الجماعه اللي كانت موجوده يقدموا له le texte préparatif du congrès. Et d'après خلفة معمري سي عبد الملك تمام كلفوا سي عبد رمضان بتحرير لا بارتي
qui concernait, toujours selon Khalfa Mamri, la partie qui devait concerner les buts de la guerre, la négociation et le cessez-le-feu. Thème très important de la conduite du combat armé. Parce que لاحظوا أن في هذه البلاتفورم يقولوا أن المفاوضة تتبع الكفاح المسلح et non l'inverse. يعني tout était axé sur le combat militaire, sur l'aspect militaire. يعني الجزائر ثارت 1 نوفمبر 54 ما غاديش ولادها يحطوا سلاح إلى حصلوا على كل les conditions qui étaient contenues dans la plateforme du Congrès de la Soumam. À part النزاع اللي خلق ما بين deux principes, la primauté du civil sur le militaire et la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. À part ces deux questions, وين الجماعة بعض من الجماعة ما قبلوش ان يكونوا هذا الشرط اللي خرج في hormis, je dis bien, excepté ces deux principes qui ont été reniés ou combattus pour des raisons multiples, la plateforme du Congrès de la Soumam a constitué un lien solide entre tous les centres de décision, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Et ainsi, la plateforme, رغم الاختلافات en 1964 la charte d'Alger نشرها سي أحمد بن بلة ما يتفاهمش مع سي عبد رمضان. رغم هذا النزاع le préambule de la charte d'Alger, le préambule يعني المقدمة تاع la charte d'Alger اش تقول؟ La plateforme du Congrès de la Soumam est un texte fondamental dans la fondation de la République algérienne. أصحابنا اليوم تدرس هذه الوثيقة في الليسيات وفي الجامعة وكذا لأن كل متفقين مؤرخين أو سياسيين متفقين باللي هذه الوثيقة هي ازدياد الجمهورية الجزائرية. وأقول وشخصيا أقول أن برمضان سيد عبد الرمضان هو من اللي واصل بين مؤسسات الدولة الجزائرية اللي سبقه عليها الأمير عبد القادر. أقول l'Algérie a été privée d'un grand bâtisseur de l'État en la personne de Abd Ramadan. Et l'Algérie, hélas, a perdu une grande intelligence. Salam alaikum. Merci beaucoup. شكرا للاستاذ عمار بن خوجة على كل حال على الاختصار والوقت اللي عطيتنا. طبعا نبداو دركا في الشهادات الحيه. واول شهاده للسيد يحيى ياسف اللي ربما راح يعرفنا بسي عبد المالك تمام اثناء الطفوله تاعو. تفضل سي ياسر. Salam alaikum. Ce que je vais dire, quelques mots, ont déjà été ont été déjà dévancés par le frère Benaya. كنت شاورني قبل ما تقول هذا الكلام. بارك الله فيك. عبد الملك الله يرحمه ربي ويوسع عليه que j'ai connu en tant qu'oncle de mon épouse et en tant que voisin très proche. Vu qu'on a habité dans le même quartier, à quelques mètres l'un de l'autre, à Bab-el-Oued, rue Cardinal Verdier, derrière la porte extérieure, l'hôpital Maillot. Abdel Malik, effectivement, a vécu avec sa mère et son unique sœur
pouvez le confirmer, l'Inias Oulad Abdel Malik Naya. Et son grand frère, peintre miniaturiste, élève de Mohamed Rassim, Rabbi Salih, qui a vécu en France. Abdel Malik Temma Bla Yarhamou était un monsieur très cultivé, car sa culture a beaucoup aidé. Il était très imposant par sa stature et par sa personnalité que vous connaissez. Il était respecté dans la famille. Et ses amis ainsi. Il était également très réservé et discret. D'ailleurs, nous n'étions pas au courant de ses activités politiques jusqu'au jour de son arrestation. On se rencontrait en famille. On parlait de tout, mais on ne pouvait pas effleurer ou parler de la révolution parce qu'on ignorait la leçon. Il a toujours été très discret. D'ailleurs, lorsqu'il a été incarcéré en 1957, toute la famille a su qu'il était un grand militant, actif et engagé, ayant joué un grand rôle dans la Révolution. Sa femme, Fifi, Rabbi Saliha, a travaillé à ses côtés dans la discrétion absolue. Naturellement, comme toutes les autres femmes, elle a milité au sein de la zone autonome dans la cellule féminine en relation directe avec Saadi. Malheureusement, elle n'est pas connue de part et d'autre par sa discrétion. Elle fut incarcérée, etc., etc. Pour terminer, je sais aussi qu'Abdel Malik a été un grand sportif. Il a fait surtout du basket. À l'époque, il y avait 2 grands clubs musulmans, mais il y avait d'autres clubs comme le Red Star, le Rua et tout. Il a choisi de jouer au basket, faire du sport dans ces 2 grands clubs algériens. C'était la GVGA, avant d'arriver au Grand Air. Et par la suite, il était appelé, je dis bien appelé, à rejoindre le Mouloudia d'Alger. Et par la suite, on ne la connaît pas. Seul lui connaît. Voilà ce que je veux vous dire en 2 mots. Et la suite, je la connais. C'est très discret au milieu de la famille. Jamais il a pu effleurer un moindre mot et tout. Très discret, serviable, dévoué. Oui, يحب يقصر, يحب يلعب, يحب قولوا له برك واش نحبوا. Mais on n'a jamais effleuré d'abord. Nous étions jeunes. On ne pouvait pas s'approcher de ces grandes questions. ونطلبوا ربي يوسع عليهم. بارك الله فيك. وربي يعطيهم الرحمة. بارك الله فيك. شكرا سي يحيى اسف على هذه الشهاده. وطبعا من بين المناضلين واطارات الثوره التحريريه خاصه في لا زون اوتونوم سي العيد الاشقر. سي العيد ربما راح نعطوا له متسع من الوقت ليتكلم على سي عبد الملك تمام. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني باش الواحد يكون شويه هدوء يا جماعه فضلكم. إخوان أعطوا نبذة كاملة على حياة سي عبد الملك تمام الله يرحمه. يعني الإنسان ما خلاوناش يعني حتى نقدروا يعني نتكلموا على كل شيء.
في الحقيقة أنا باش ما نطولش على الإخوان، لأن باش نخليو يعني الفرصة للإخوان الآخرين اللي يقدروا مثلا عندهم شهادات حية. أنا حبيت فقط يعني نتكلم على سي عبد الملك تمام. الوقت اللي عرفته أنايا يعني عرفته في وقت الثورة في مدة قصيرة جدا، هي في بعد الإضراب تاع 8 أيام في وقت لا زون اوتونوم، وين عرفت أنا عبد الملك تمام. عرفته في سركاجي كنا مع بعض، عرفته كذلك في الخراش، وعرفته كذلك بعد الاستقلال. الإخوان أعطوا نظرة تامة على يعني ليزاكتيفيتي تاع سي عبد الملك تمام. سي عبد الملك تمام الحقيقة ما كناش، أنا ما عرفتوش قبل، يعني ما كانش عندي يعني الشرف باش عرفته يعني في وقت قبل الثورة يعني. عرفته في هذه البيريود هذه، وهذه كيفاه جات يعني جات فرصة، لأن في هذاك الوقت إذا كنت تتذكروا يعني كانت تقريبا بعد الإضراب تاع 8 أيام يعني الاستعمار ما خلى والو يعني هنا في الجزائر في لازون اوتونوم دالجي. تقريب الإخوان اللي كانوا حقيقة وقع عليهم القبض واللي كانوا قتلوهم إلى غير ذلك، يعني تقريبا النظام اللي كان موجود في الجزائر يعني تزعزع، ما بقاش فيه يعني كثير يعني. في هذاك الوقت يعني احنا قمنا يعني باش نحيوا النظام من دار جديد. في هذاك الوقت كان تقريبا معزولة لا زون اوتونوم دالجي، لأن الجماعة نتاع السي سي مشاو كامل لتونس مع اللي وقع البلمهيدي الله يرحمه الى غير ذلك. اذا بقات يعني تقريبا النظام في الجزائر كان بقات يعني العلاقات تاعو الا مع الولايات يعني هنا مش كل الولايات، كان بعض الولايات اللي كانوا باتصال على طول مع النظام في هنا في لازون اوتونوم. في هذاك الوقت كان جاء كان اجون ليزون تاع لا ولايه 2 هو محفوظ بن نون الله يرحمه، تكونوا تعرفوه كان سي ديفوني ان كريمان الى ذلك. محفوظ بن نون لان كانت محسوب تقريبا ايزولي، هو يتكلم جاء قال يا ولدي كاين مسؤول كبير حب يتصل بكم، حب يتصل باللازم اوتونوم، وكذلك اذا كان عندكم علاقات مع الولايات باش يعني نشوفوا كيفاش يعني نزيدوا نربطوا يعني النظام تاعنا مع كل الانظمه اللي موجوده في الولايات. هذه يعني طريقه لما كيف تلاقيت تمام. هذا كان الانترميديار سيتي اسمه محفوظ بن نون. لقيت عبد الملك تمام الله يرحمه، لقيته في قدام اسمه الاستاد مارسيل سيردا، دخلت تاع الجول لقيته تمام كيف كانت يعني هو يعني بين قوسين كان راجل يعني تري ديسكري، ويحب يعيش يعني في الخفاء، ما يحبش يظهر. هذا يعني الكاليتي تاع عبد الملك اتيل بوان كيفاه هنا يعني قال لي انت صح سيد هذا واكثر. يعني في 56 كانت الامور يعني صعبه جدا، قال كيفاه نتعرف عليه باش نتلاقاه. سي عبد الملك لما جاء تمام واش لقى جا قال لك راهو لابس بنود جين وعنده كراباش خاطها، هذا هو اللي باش لقيت سي عبد الملك تمام. تلاقيته سي عبد الملك تمام. وكيف تلاقينا يعني باش رحنا يعني باش يعني تكلمنا، قال لك يا ولدي هو حب يزيد يدير العلاقه مع هنا مع لازون اوتونوم، وكذلك اذا كان احنا عندنا العلاقات اللي كانت موجوده مع الولايات باش مع الولايات هذو كذلك شيء يكون هو يعني يستعملها كشبكه اليوم، لانه هو باقي باتصال مع الخارج يعني مع تونس. لهذيك هو تقريبا يعني اذا كان فيه كوريي والا يجوز على طريق تمام الله يرحمه. يعني كان ثم كيف قدموه لي، وهو قدم نفسه كورديناتور تاع سي سي. سي لا اون سو بلي يافي ان كورديناتور، قبل ما كناش نعرفوا بلي يافي ان كورديناتور سي سي، سيتي عبد الملك تما. الراجل يعني موش انسان يعني تري ديسكري، ما يحبش يعني يظهر، موش يعني كيما هذاك تاع الفخفخه ولا ما يحبش يظهر، حب يعمل يعني ديسكريتمون الى احنا تعاملت معاه انا يعني في المده بعد الهجرة تاع لي بيجور حتى الاريستاسيون تاعو هذه. بعد تلاقينا في سركاجي. لما تلاقينا في سركاجي كذلك يعني عشنا مده
في هذاك الوقت نشفى عليها سيتي لا سال 5 كنا مع بعض، كانت يعني جماعه كبيره اللي بدنا كذلك تلاقينا في الحراش. بعد انا مشيت لفرنسا، داوني لفرنسا، من بعد سي عبد الملك تلاقينا يعني بالاستقلال، والاخوان عطاو نبذه كامله على كل ما يتعلق سي عبد الملك تمام. يعني une grande qualité، il a une formation extraordinaire كمناضل ملتزم، اللي تري زونجاجي عنده une formation très solide sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan financier. C'était véritablement quelqu'un qui était pratiquement complet. يعني هذا شهاده لله، انسان حقيقه كان في المستوى العالي. لكن لا كاليتي نتاعو هذه حتى واحد ما ينحيها، إلي تري مودست، تري مودست. شوف تاع عبد الملك تمام يقول لك اللي ما يعرفوش يقول لك السيد هذا واش معاه، ما عنده والو. تري مودست يعني عبد الملك، والله يرحمه ويرحم الشهداء. السلام عليكم. شكرا جزيلا للسي العيد الاشقر على هذه الشهاده المهمه. وطبعا يحضر معنا احد اطارات الثوره التحريريه كذلك الرائد سي محمد بوسماحه، اللي ربما راح يعطينا كلمه فيما يخص الفقيد سي عبد الملك تمام. تفضل سي محمد. تفضلكم يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قبل كل شيء بالشكر لجريدة المجاهد وجمعية الشهيد على المبادرة هذه السالمة اللي ذكرنا الأخ من الإخوان اللي يلعب دور كبير في الثورة التحريرية، وكان كما قال العيد كان مخفي من جمعية من جماعة من المجاهدات ومن المجاهدين اللي كانوا عايشين في الخفاء. تكلموا على المسار تاعو الإخوان ما خلاو والو، تكلموا على كل شيء، ولكن سطحيا معليش. من الحركة الوطنية حتى للثورة التحريرية، سي تمام انضم على كل حال، وكان عضو في الهيكلة تاع المنطقة الحرة. والإخوان الخمسة أعضاء CCE اللي كانوا تنصبوا في آخر 55 في العاصمة كانوا شاعرين بالدور الإيجابي للإعلام، لأن موازين للمعركة العسكرية والمعركة السياسية ما كانش النجاح بلا الإعلام. فلهذا اختاروا أخيار إطارات وأخيار مجاهدين اللي كان عندهم كفاءة وكان عندهم تجربة. كما سي تمام كانت عنده تجربة من قبل في وقت الحركة الوطنية، عينهم في تأسيس بعد تأسيس المجاهد. وكان تحت شرف سعد دحلب، لأن في الخمسة أعضاء تاع CCE كان دحلب هو اللي مكلف بالإعلام. وفي 26 كما تعرفوها كلكم، في 26 جوان كان إنشاء جريدة المجاهد بوسائل بسيطة، ونلعبوا الدور، نعرفوا الدور اللي لعبوا فيه على كل حال، وخصوصا عبار رمضان ودحلب ومخدة، والدور اللي لعبوا على كل حال النشاط تاع ونشر هذه الجرائد البنات، لان راهي على كل حال مناسبه بان نتكلموا عن الاخوات المجاهدات، وخصوصا المجاهدات اللي في الخفاء هما الاغلبيه في الخفاء.
منهم اللي يلعبوا دور في المجاهد، منهم إيسا مرت عبان هذاك الوقت، ونسيمة عبلان، وكان معاهم لما يتكلمها يعني على كل حال وش يقولوا له دحلم، يقول لك كنا نروحوا مع المناظر يكون يعرفوا هاشمي حمود، نروحوا معاه في القبه، عنده واحد توريفاكتور في القبه، وثم نطبعوا اول البروشير الاولين تاع المجاهد، وكانوا يبعثوهم البنات هذو كانوا يعملوا الاستانسين بيبعثوهم للخارج، والنشر يكون في الخارج، وهنا الطبع والاخر كان في ليرونيو، وكانوا يلعبوا دور كبير يعني في هذا في النشر تاعو. ثم وهذا وحتى الجدال اللي يوقع يعني حضروا في هذاك الوقت اللي باش يسموا تسميه المجاهد، فلربما هذه يعرفوها بعض وعرف ما يعرفوهاش بعض. تسميه المجاهد هذاك الوقت كان جدال بخدة ودحلب، اقترحوا اسم المجاهد، وعبان اقترح اسم المكافح او المقاوم الكومباتون، اللي ما فيهاش يعني هو ظن باللي هذه هي الوسيله الوحيده باش يوحد الصفوف في وسط الشعب. وكانت الاغلبيه هذاك الوقت كانت السياده المشترك، وكانت الاغلبيه اختارت اسم المجاهد، وهذا بدا على انشاء جريده المجاهد حتى اليوم راهي تلعب دورها الايجابي. ف لما كان مش تمام، كان لقى عليه القبض، وهذه راه قالها الاخ في لاباج 166 في الكتاب بغداد الجزائر عاصمة المقاومة. هذه اللي كانت يعني بغداد هو اللي والآن ما فيهاش تصحيح. بعد ما انسحب في مارس في فبراير 56 بعد إلقاء القبض على بن مهدي في الدبيسي وانسحاب الأعضاء تاع السي على وفدين، وفد لتونس ووفد للمغرب، يعني طاول النفوذ كل النفوذ تاع اللجنه تاع التنسيق الى تمام. وهذه قليل اللي عارفينها، بما انه هو ولا المسؤول على المنطقه الحره، هو اللي ولا المسؤول على المنطقه الحره، لان المنطقه الحره من قبل كانت مسيره من السيسيون، والجانب العسكري هو ياسر سعدي، والجانب السياسي هو شرقي ابراهيم. ولكن بعد ما راح لان تحكم واش يقولوا الشرقي ابراهيم، وطاولوا النفوذ هو اللي ولا مسؤول عن المنطقه الحره، وقام على كل حال بالمسؤوليه تاعو حتى يلقى القبض عليه في جوان في جوان في ابتداء جوان تاع 57. وكانوا مانيش عارفين ولا ما مش عارفين، في جويي 4 جويي جوزوه في المحكمه العسكريه وحكموا عليه ب10 سنوات تاع سجن. ومن ذلك جاء في كل السجون كما كل المجاهدين الاخر، من السركاجين للشلف حتى الاخير في الاخير في الحراش. الاخير في الحراش، وانا هنا اللي كان لي محسوب الشرف باش عرفتو في ديسمبر 61. في ديسمبر 61 كانوا عملوا اضراب في الحراش، ما نعرف لا كاين جماعه اللي كانوا في هذاك الوقت في الاخرون يجوا يشاهدوا، كانوا اضراب، وانا كنت علينا هنا مسؤول على العاصمه، وباتصال مع هذه يعني تكون مناسبه نفتحوا قوس مع مجاهده حاجه شعبان ملكه اللي كانت صديقه زوجة
زوجة تمام، وكانت الرفيقة تاعها حتى في السجن تحكموا كيف وما كانش الا في الاخره قال كانوا داوها للسجن يعني تاع الاخر، ثم بني مسوس لا جوزت على المركب العذاب اللي معروف تاع لساندي، والعذاب اللي يعني الزوجه تاعو العذاب اللي على كل حاجه جوزته ثم يعني عذاب اللي ما تجوش تتصور الكل. وكانت عندها هذه شهادات مجاهدات، فهمت كيف؟ مجاهدات على كل اللي كانوا معاها مالكة شعبان وهبة شعبان وكثير من الآخر اللي كانوا ثم في السجن وشافوا الشجاعة اللي عندها، كانت تتقابل هذوك اللي بلو اللي كانوا ثم، كان قدريش كان صابري كانوا ثم يعني عند الآخر، وتقابل العسكر ثم وما تخافش منهم، وهي اللي حمات. فربما بعد البنات اللي كانوا الاخوات اللي كانوا محكومين ثم. هذه شهاده حقيقه ومازالوا اللي يشهدوا عليها. لما يعني هذه فتحت القوس على الدور تاع زوجته اللي لعبت دور كبير، رغم اللي راجلها كان في السجن، كانوا الاخوان يروحوا لها، كانت اسمها رفيق، كانوا الاخوان يروحوا لها وهم حيين كانوا يروحوا لها، وكانت تجيب استعلامات وتلعب دور كبير في نشاط الثوره هذاك الوقت. ولما حكموها راني قلت لكم هذه الشهاده ما كاش يعني الشجاعه اللي كانت عندها في لوساندي ماشي في بني مسوس، لان بني مسوس بعد حر ما كانش، ولكن وين العذاب كان عندها واحد الشجاعه، كانت تسبهم وتقابلهم وتلاخر، وهذا تشرف لان حبت تشرف راجلها، لان راجلها مجاهد كبير وما حبتش باش يطفل. ومن بعد لعنينا خرجت بعد سنه، خرجت من السجن، وكانت وهذا الوقت كان انا كنت هنا في ديسمبر 61. هذه الحاجه شعبان قالت لي نشوفوا شنو صار في السجن. انا تلقائيا كتبت رساله وقلت لها اعطيها لها تديها له للسجن. في هذيك الرساله تلقائيا ماشي يعني قلت له يا سي تمام على كل حال نشرفوا بالوفاه تاعك وكل شيء، ولكن اللي رانا خبرونا على الالام والعذاب اللي راه على كل حال وقع عندكم في السجن ثم، ولكني انا هذاك تلقائيا قلت له الصبروا، راه بداوا المفاوضات والصبروا وان شاء الله تخرجوا وترجعوا للعائلات تاعكم وكل شيء. يعني هو جاوبني وجواب يعني دهشني فيه. واحد الاسبوع من بعد قال لي يا سي اسمح لي، احنا الامل تاعنا ماشي في المفاوضات فقط، انتوما اللي تعطوا، انتوما المواصله تاع الكفاح هي اللي تمكن باش المفاوضات ينجحوا، وانتوما اللي قادرين بمواصله الكفاح تفتحوا لنا ابواب السجون. يعني هذه صوره اللي تنجم تعبر عليها يعني كما الاخر، يعني تعطيها تعبير لا غادي قريتها انا ما كنتش عارفه في مستوى هذا، هو يعني ولا هو يشجع فيا مانيش انا نشجع فيه، هذه يعني انا كنت بسلاحي وكنت بالاخر وكل شيء. جابوها لي الاخر الاير فرنسا اللي شافي، وليت يعني تما سي تمام عرفت القيمه تاعو، ثم عرفت القيمه تاعو. من بعد كاين نضيفها للاخ بيسك راه دار الصوره يعني. ثم جا ليكزيكتيف بروفيزوار، يلزم يعني الحقيقه هذه هو تعين عضو في ليكزيكتيف بروفيزوار، بالخدا داروا عضو في ليكزيكتيف بروفيزوار، ولكن المشكل وين تحط ولاو يحوسوا عليه، وراه هذا بالخدا قال لهم حوسوا لنا باه نديروه، لان كانوا الممثلين تاع الجبهه عبد السلام مصطفى وبنت فتيفه هو الرابع معاهم، ولا عبد السلام ولا جماعه يحوسوا عليه، قالوا الفارس عبد الرحمن يا ودي حوس لنا. في ثاني اجتماع تاعهم في الروشينوار في الجدول تاع الاعمال تاعهم، فرحات عباس قرا لهم وقال لهم جاتنا اون لاتر
nous avons reçu une lettre de M. Tricot. Tricot, c'est le ممثل الشخصي تاع de Gaulle. C'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Une lettre de Tricot où il signale que M. Temmam est dans la prison d'Al-Harrach et que nous allons ordonner immédiatement de le libérer. Et effectivement, ils l'ont libéré. Et وكان من بعد عاد في l'exécutif provisoire هذه يعني لأن ما نساوش باللي كان ممبر سوبريون دي سيانارا ما نساوهاش ثاني كان ممبر سوبريون دي سيانارا وسرحوه وكمل في الفروشينوار. أنا تلاقيت معاه فروشينوار وكان خصوصا هو متخصص في الاقتصاد متخصص في يعني الافاق تاع الاقتصاد الجزائري. الشيء هذا هو اللي يقولوه يعني على سي تمام. والمعركه في الجزائر ما كانتش عسكريه برك ولا سياسيه ولكن معركه الاعلام هي اللي كانت يعني ما كانش حاسمه وبها اللي على كل حال منهم كاين من الجماعه تاع الاعلام والان نتذكروهم كانوا في الجبال وكانوا في الاخر اكثريه منهم استشهدوا والاخرين على كل حال قعدوا حيين ونجموا نقولوا بفضل هذا الشهداء اللي اليوم رانا مستقلين ورانا مجتمعين هنا. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا للمجاهد الرائد سي محمد بوسماحه. والاستاذ محمد عباس ربما عنده اضافات. والاستاذ محمد عباس معروف بالعمل واللقاءات تاعو اللي كان عملها مع مجموعه من الشخصيات الوطنيه. السلام عليكم. شكرا على حقيقة أنا نحب أضيف حاجات برك بسيطة هكذا ونأكد بالشيء اللي قالوا سي بوسماحة أنه حقيقة الحكومة المؤقتة رشحت تمام باش يكون عضو في الإكزيكوتيف بروفيزوار يعني حكومة بومرداس. ولكن الفرنساويين يعرفوه وما كانش يهمهم باش يكون وطني في موقع اقتصادي. تعرفوا الغرب بصفة عامة ما يحبش الوطنية في السياسة وما يحبهاش أكثر في الاقتصاد. فيعني عتموا عليه وما حبوش. كان موجود في الحراش يعني يعرفوه يعني هذه شهادة تاع سي بنتومي عمار بنتومي الله يرحمه اللي حتى هو كان تقريبا من المرشحين. لذلك أنا تربطني بهذه العائلة الطيبة. أنا اللي كنت صحافي اللي غطيت العملية تاع اختطاف ابنه اللي راهو قدامنا هنا. فأنا محسوب كنت نشتغل في المجال الأسبوعي يعني في حيدرة تاع شارع الملعب غالي الأستاذ. فكنا قراب يعني فكان يهمني باش ناخذ انطباع تاع الوالدة نتاعو. والدة ابن مخطوف واللوعة تاع ديك الوالدة نسجل الانطباع نتاعها على الساحل. وفعلا رحت واستقبلتني بكل ترحاب في غياب سي عبد المالك. تعرف سي عبد المالك انسان محافظ كذا. بعد جاء دخل لقاني مع الزوجه نتاعو كذا والعائله استغرب كيفاش هذا يتسلل هذا. فهذه بطبيعه الحال المقال تاعي راه موجود في صحيفه المجاهد يقدر الابن يرجع له في هذاك الوقت 73 اظن. وشكرا. السلام عليكم. يعطيك الصحه سي محمد بارك الله فيك. سي صادق كرمان ربما يزيد ينورنا في هذه الصبحه المنيره بشهاده حول الفقيد سي عبد المالك تمام في ذكرى الأربعين لوفاته. السلام عليكم. على كل حال تعمل تمام في الخدمة في العمل جماعة نفضلكم سيبوا بلاي. في العمل كنا في وقت واحد في شركاجي بدأت العمل في النظام في وقت واحد في شركاجي ولكن كنا مفروقين كل واحد في السنة هذا. والصلاة تاعنا كانت احنا كنا كاتو ما كانت في 5 عمرنا ما تلاقينا يعني في الصحة تريكور ولا خاطر ذاك الوقت كانوا
البروغرام تاع الاخر مي لاقيوش جوج سالات في الترا. Même je l'ai connu dans le cadre du travail. J'étais directeur général du plan et j'étais fonctionnaire au niveau du plan. Abdel Maktenam, c'était un responsable d'une très grande modestie. C'était un chef, un véritable chef, mais pas un chef de bataillon, mais un chef de bataillon. On travaillait, il nous laissait toute la latitude dans notre travail. Moi, il n'intervenait que dans le cadre de, quand on s'unissait pour faire le bilan du travail. Jamais je ne l'ai vu s'énerver contre un travailleur, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Cadre ou pas cadre. Toujours un comportement d'abord d'une grande modestie. Jamais il n'a fait montre de ses connaissances, etc., et qui était considérable. Et dont les autorités étaient conscientes, puisqu'ils l'ont, en plus de son travail au niveau de la direction générale du plan, ils l'ont, comment dirais-je, sollicité sur pas mal de travaux, et notamment, ils lui ont demandé, alors qu'il était directeur général du plan, de mettre en place le service bancaire en Algérie, de nationaliser, si l'on veut, les banques en Algérie. C'est lui qui est à l'origine de la création de la BNA d'abord. Il a négocié avec le chef de banque CFTC. Pour le rachat du CFTC, c'est sur cette base-là qui a constitué la BNA et qui a donné naissance elle-même, sous son égide, à la banque, à la Badr. Et tous ces travaux, c'est au niveau de ça même et je crois même que la BEA, aussi, c'est lui qui était à l'origine de sa création, alors qu'il dirigeait la BNA au départ. Ce qu'on a retenu de Sam, c'est quelqu'un de très modeste, de très... Jamais il n'a fait montre de sa supériorité par rapport aux autres travailleurs. Et je me rappelle surtout le jour où son fils a été enlevé, il avait une victime d'arabe. Ce jour-là, mon épouse reçoit donc l'information de la future mère de Sidali. Et on a été évidemment averti, même qu'il n'était pas à son bureau, mais il avait reçu ce jour-là une délégation de Chinois. Donc on a été le voir, on s'attendait à ce qu'il ait une certaine réaction. Là. Il a marqué le coup, mais il est resté de mal. Aucune parole, il a tout de suite évidemment, il s'est excusé auprès des Chinois et il est parti pour s'occuper évidemment de l'affaire de son fils. Mais jamais on ne l'a vu paniquer ou s'énerver. On sentait quand même, il avait accusé le coup, mais jamais il s'était énervé. Quant à son militantisme, je dois dire qu'à l'époque, on n'avait pas appris qu'il avait été chargé par les arrestations qu'il y a eu après la grève des 8 jours. Moi-même, j'avais perdu le contact avec mes responsables. J'ai essayé de prendre contact et j'ai repris les contacts finalement à partir
avec les gens qui dirigeaient, qui étaient au niveau de la Casbah. On n'avait pas appris à l'époque qu'il avait été désigné par, ce n'est qu'après, bien à l'indépendance, qu'on a appris qu'il avait été désigné par le CCE, pour responsable de la zone autonome d'Alger. Voilà ce que je peux dire de Sam Kousman. Il a laissé en nous un souvenir impérissable d'un homme très compétent, mais qui n'a jamais fait montre de sa compétence, il n'a jamais extériorisé ses connaissances. الله يرحمه الصالح. بارك الله فيك. شكرا للاخ صدق كرمان. وطبعا سي فرحات مسعد يحيى موجود هنا. تفضل سي فرحات في شهاده ثم نختموا بشهادتين نخليها لكم مفاجاه. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يرحمه الله يوسع عليه. Moi j'ai connu Saad Melek Temmam 3 années après la création de la Banque nationale d'Algérie. J'étais employé de banque à la Banque centrale d'Algérie. Après avoir été employé en 62-63 dans une banque anglaise, rue de la Liberté, j'avais entendu qu'ils avaient des problèmes de comptabilité. Donc j'avais fait une demande d'emploi. J'ai été reçu par le secrétaire général de l'époque, Sergad Boukran, qui m'a recruté, qui m'a demandé de commencer dès le lendemain le travail. Je voulais savoir le salaire qu'on me proposait. Monsieur Agaga rigolait. Il dit, vous voulez négocier quoi? Je dis, je veux savoir. Il me dit, votre salaire, je le multiplie par 4. Vous êtes chef de département. Vous avez une voiture et vous avez un appartement. Derrière tout ça, il y avait 2 ans de retard dans la comptabilité de la Banque nationale d'Algérie. C'était la mission. Donc, M. Temmam a validé le recrutement. Et on m'a fait faire un petit stage à la Banque nationale de Paris à Marseille, dans un centre administratif où les missions sont équivalentes à celles de la Banque nationale d'Algérie. On a commencé le travail. Ce que j'avais compris dès le départ avec M. Temmam, c'est qu'il y a un certain nombre de principes et de règles qui n'étaient pas écrites mais que l'on comprenait. La première, c'était la confiance, la relation de confiance. Il y avait une confiance qui était placée en moi. Je me sentais esclave de M. Temmam, pas au sens péjoratif, mais au sens noble, c'est-à-dire je ne pouvais pas décevoir dans la mission qui m'était confiée. 2 ans de retard dans la comptabilité, on ne sait pas ce qui se passe dans la banque, on n'a pas de chiffres, donc on était perdu. C'est comme un marin sans boussole. Donc le fait d'avoir confiance, on était libre de faire ce qu'on voulait, et l'une des chose que j'avais comprise avec M. Temmam c'est que quand on vous confie une mission, vous êtes libre de la conduire comme vous voulez, l'essentiel est de réussir le résultat. Donc j'avais la liberté totale en matière de moyens, j'avais la liberté totale en termes de procédure, et personne à l'intérieur de la banque n'osait s'opposer à ce que je demandais ou ce que je décidais.
On a appris aussi, avec Feutemem Allah yarhamou, la notion de travail d'équipe. Le travail d'équipe, pour réussir une mission, dans une entreprise ou toute autre action, le travail d'équipe est fondamental. On ne peut pas se tirer dans les pattes. On doit tous tirer la charrue dans le même sens. Ça nous a marqué. La notion d'équipe avec M. Feutemem Allah yarhamou, c'était quelque chose qu'on acquérait sans aucun problème, parce que sinon on était exclu. M. Feutemem aussi, Allah yarhamou, il avait marqué son entourage par son honnêteté, son intégrité, son sens du service public. On se sentait propriété de l'État. On appartenait à l'État. On servait l'État. C'était quelque chose qui était spontané. C'est comme un virus qu'on attrapait. C'était les bons virus. On les a attrapés, l'honnêteté, l'intégrité, le service du peuple. On est au service. Avec lui, il y avait quelque chose qui était fondamental aussi, c'est qu'il avait ses connaissances, ses compétences, qui sont enseignées dans les grandes écoles, mais qu'on ne connaissait pas en Algérie. Et il y a des choses qui ne sont pas toujours enseignées, mais que lui a pratiquées, c'était la protection de ses collaborateurs. On sentait qu'on était protégé. On sentait que personne ne pouvait vous toucher, parce que vous aviez une mission, vous étiez dans une équipe, vous servez l'État, vous servez le peuple, vous servez la collectivité, personne n'ose vous toucher. Il y avait le bouclier, même Allah yarhamou, qui n'était pas apparent, mais c'était des ondes. Quand vous dites même, qui c'est qui ose, personne n'ose vous approcher et personne n'ose se mettre en travers de votre chemin. Donc cette notion de service public, d'honnêteté, d'intégrité, d'engagement, il y avait pour moi peut-être un grand mot qui recouvrait tout ça, c'est la morale. La morale, c'est fondamental. Pas uniquement sous ces angles que je viens de dire, mais vis-à-vis du comportement qu'on a avec ses collaborateurs, et particulièrement les collaborateurs féminins. Il y avait une impression de respect dans les services, ce qui faisait que tout le monde était à l'aise. On était à l'aise. Monsieur Feutemem aussi, on n'enseignait pas ça, mais on l'a appris, mais c'était une pratique. La communication. On peut bien travailler, on peut bien faire les choses, mais si les gens ne sont pas au courant, si les gens n'apprennent rien avec vous, vous ne communiquez pas, vous êtes un caillou. La communication, elle avait pour lui plusieurs aspects. D'abord à travers la méthode des réunions périodiques pour évaluer les travaux de ses collaborateurs. On tenait une réunion trimestrielle, tous les grands collaborateurs au niveau du siège, au niveau des régions étaient présents. On était tenu de faire un rapport sur l'état d'avancement de nos travaux, sur les projets qui nous étaient confiés, et c'était l'occasion de débattre. S'il y a des problèmes, on en débattait. Donc, l'une de ces qualités, c'était cette communication dans le débat, où il fallait vider le panier. Les bonnes choses, on les voit, mais les choses qui ne sont pas bonnes, qui posent problème à l'entreprise, elles sont débattues. Elles sont débattues, la synthèse se fait d'elle-même, parce que le bon sens l'emportait et personne ne pouvait contester les orientations que donnait le président, puisqu'elles découlaient d'elles-mêmes. Les missions qui étaient confiées aux collaborateurs, donc la communication, on avait un journal d'entreprise. Dans le journal d'entreprise, on relatait les activités du président, mais on relatait aussi les activités des services, on relatait dans un des numéros du journal d'entreprise les succès dans les examens. Les succès dans les examens, les mariages, les décès, les naissances. Donc il avait le sens de communiquer autour de lui comme si c'était une famille. Ce n'est plus une entreprise. On n'était plus employé d'une société,
on faisait partie d'une famille, Banque nationale d'Algérie. C'était quelque chose qui nous a tous marqués, et moi-même j'ai gardé des choses de ce côté-là. Il avait donc le sens de l'écoute. Les gens doivent parler, parce que c'est quand on parle, on pose les problèmes, qu'on apporte des solutions à ces problèmes. C'est pas en cachant les problèmes, on fait du mal à l'entreprise. Donc il faut poser les problèmes et en débattre. Et celui qui avait raison, la raison l'emportait. La décision n'était même pas notifiée. Elle était comprise par les gens. Donc cette évaluation périodique, il y avait des récompenses. Donc les récompenses, elles se font d'elles-mêmes. Il y a ceux qui réussissent, ceux qui doivent se corriger, et ceux qui ne font pas l'affaire. Les choses se font de façon tout à fait naturelle, et les gens ne contestaient pas les décisions qui étaient prises. Parce que c'est devant tout le monde, devant tous les cadres. Il avait aussi le sens de la visite sur le terrain, dans les agences, dans les succursales, le contact avec le personnel. Ça, prendre la température sur le terrain, écouter les gens, ça permettait de savoir ce qui se passait, mais que les collaborateurs ne vous rapportaient pas toujours. Parce que on rapporte des choses qui sont bien quand on a un entretien avec le responsable, mais les choses qui déplaisent, on n'en parle pas. Lui, c'était sa manière, c'est de prendre connaissance avec la pratique du terrain. M. Temam avait bien compris aussi le grand problème qui se posait pour la Banque nationale d'Algérie, c'était la formation. On n'avait pas de cadres qui étaient formés. Les banques qui étaient nationalisées, il y avait très peu d'employés, très peu de cadres qui occupaient des postes de responsabilité. Donc il fallait de la formation. La création de la section d'orientation et de formation professionnelle. La section. Quelque temps après, elle devient un service. Quelque temps après, elle devient une direction. La formation, c'est l'instrument fondamental de base pour la direction d'une entreprise. Si on ne forme pas, vous avez des valeurs, c'est comme un grain de blé. Un grain de blé, il est là sur la table. C'est un grain de blé. Un grain de blé sur terre qui est arrosé, c'est 120 grains qu'il donne. C'est ça la formation. Et puis dans la formation, il a su tirer profit de tout ce qui était dans le domaine de la formation. Il a encouragé les gens pour les cours du soir. Il a encouragé les gens à suivre des cours par correspondance. Et l'un des succès les plus importants que nous avons avec M. Temam Allah yarhamou, c'était la fermeture de centres de formation de la profession bancaire, à qui, un centre de formation français, à qui la Banque centrale refusait le transfert des bénéfices. Refuser le transfert des bénéfices avec tous les frais et les investissements qu'ils font, ils ont décidé de fermer. Il n'y avait plus de formation bancaire en Algérie. On était un groupe de collaborateurs. Il a dit, voyez ce que vous pouvez faire. On s'était engagé à remonter le service de formation professionnelle, ce que nous avons fait avec succès sous sa conduite. Mais il y avait autre chose aussi. C'est difficile de ne pas parler de soi quand on parle de M. Temam. On m'a envoyé en stage à la Banque nationale de Paris. J'ai eu le contact avec le secrétaire général de la Banque nationale de Paris. On parle de formation. Et c'était un professeur au centre le Conservatoire des Arts et Métiers de Paris, grande école. J'étais étonné parce qu'ils font des formations supérieures, pas des formations professionnelles que nous faisons. La discussion a fait que j'ai dit, est-ce qu'on peut faire des formations chez nous? Il dit, il n'y a pas de problème. Les professeurs sont venus, on a pris contact, et puis on a envoyé nos élèves en formation à Paris. Donc il y avait du succès parce que les bons éléments... Ensuite on a dit, on aimerait bien que les professeurs viennent à Alger. Ils ont accepté. Ensuite les examens ont réussi. On a réussi les examens, donc on a dit, bon, les examens à l'avenir se feront en Algérie. Donc, ce que je voudrais dire aussi, la récompense de M. Temam pour les collaborateurs qui réussissaient. سمحوا لي الله يرحمه الله يسامحه. كمل معلش مادام تفضل. Conclusion. Alors, ce que je voudrais dire, dans ma carrière, j'ai fait 3 demandes d'emploi.
La troisième, c'était la BNA. J'ai été nommé à 6 postes de responsabilité après, sans avoir fait une seule demande. Tout ça, c'est M. Temal. On a toujours dit, M. Messiba, allez à tel endroit, ça ne va pas, vous mettrez de l'ordre. Allez à tel endroit, allez à tel endroit. Je me sentais un élément à la disposition de l'État, je ne pouvais pas dire non. Je m'excuse. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? À l'époque, quel âge avez-vous? 78 ans. Là, à l'époque. À l'époque, j'avais la quarantaine, 45 ans. شكرا بارك الله فيكم. على كل حال بدينا بالعائله تاع سي تمام ونختموا بالعائله الكبيره تاع سي تمام عائله المجاهد. الاستاذ علي هارون يقول لنا كلمه سي علي. لازم كلمه ليك سي علي. تريح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. شخصيا ما عرفش سي التمام، سعد المال التمام شخصيا. الظروف التراث الناس ما تلاقاتش كلها بعضها بعض، كل واحد وين ناضل، واحد جهة تبسا والاخر جهة مغنية، كيفاش يتلاقاو. ولكن أول مرة اللي سمعت به هو لما سي بودياف عطانا لا بلاتفورم تاع لا صمام ماشي في تطوان. شفنا عندنا مجلس الأعلى للثورة الجزائرية، الكونسيل ناسيونال الوطني للثورة الثورة الجزائرية، منهم شي أسامي وآخرين مخفيين. قال فلان شكون هو هذاك، فلان هذاك، فلان هذاك اللي سمعنا اسم تمام، هذا هو. ولكن شخصيا عمري ما لقيتوش، ولكن سمعت عليه. والإخوة اللي تكلموا اليوم، الأخ والأستاذ والسي يحيى، كلهم راهم ما خلاوليش واش نقول عليه، لأن هما عرفوه شخصيا وأنا لا. ولكن حبيتني باش نتمها بنقطة مفيدة. Il faut que, à la fin d'une réunion comme celle-ci, et qui est très positive, le dernier intervenant a été très utile. Il a été long, mais il nous a appris beaucoup de choses sur site même, énormément. Pour terminer de façon positive, je prendrai 2 points. L'un sur votre déclaration et un autre sur la vôtre. Votre déclaration, vous nous avez parlé du Karna. Le Karna, ça, qu'est-ce que c'est que le Karna? Si on pose la question à la salle, le Karna, c'est un passage qui est important dans l'histoire de l'Algérie, l'histoire de la guerre de libération avant 1954. Le Karna, rappelons-nous, depuis 1926, vous avez un parti qui dit, en 1926, il réclame, il a le courage, j'allais dire l'outrecuidance, de réclamer l'indépendance, le départ de l'armée française d'Algérie, la restitution des terres à tous les paysans algériens qui ont été dépossédés. C'était important de le dire en 1926. Les jeunes aujourd'hui ne se rendent pas compte parce qu'ils vivent dans un pays indépendant. Ils voient un drapeau national. Ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce qu'il fallait comme courage pour réclamer ça. Et ça,
les hommes qui le réclamaient, donc M. Ali Hadj, qui était à l'époque le président du PPA, eh bien, ceux qui réclamaient ça disaient quoi? Nous sommes faibles. Comment arriver à nous débarrasser du colonialisme? Le colonialisme, mais savoir ce que ça représente comme poids, c'est énorme. La France étant à l'époque la deuxième ou troisième puissance du monde. Donc, le PPA disait à l'époque, on s'alliera avec le diable s'il le faut, si nous pouvons trouver le moyen de nous libérer. Et là, comme l'Allemagne avait occupé la France, eh bien, on s'est dit, بالك اتصال مع الألمانيين نقول لهم باللي احنا مستعدين باش نعينوكم وكي يكمل الحرب وألمانيا تنجح اعترفوا باستقلال الجزائر. Voilà un peu l'idée, si vous voulez, en soi. Il est vrai que je crois que les dirigeants, dont Messali, ont, à mon sens, eu une vision très correcte en disant attention, le nazisme, c'est pas avec le nazisme qu'il faudra attacher notre chariot, parce que ils seront perdants et nous serons perdants avec eux. Voilà un peu l'histoire du Karna. Mais on ne peut pas condamner les frères qui ont fait partie du Karna parce que c'était un des moyens pour parvenir à l'indépendance. Ça, c'est le premier point auquel je voudrais apporter quelques précisions. Toujours dans le cadre de l'utilité. باش يعني اجتماع ديالنا ما يكونش كلام برك فارغ، لازم كي نمشيو منا نخرجوا نمشيو بشي حاجه اللي يعني اللي تفيدنا. Deuxième point, المجاهد. رانا في المجاهد ونشوف المجاهد. في صالة المجاهد. Voilà. D'après ce que vous avez dit, قلتوا وانا هذوك سمعتها. انا كي نجي لهنا راني هنا ولكن نسمع. وعندي ما نستفاد من كلام الاخوه. قلت هنا باللي المجاهد هو المجاهد سي جي بيان كومبري لا ف 56 اول مجاهد كان يعني تالف هنا في الجزائر وكان من parmi les rédacteurs سي عبد الملك تمام رحمه الله. alors باش يكون على بالنا خاطر كيما قلت لكم الطوره هذه ديالنا كانت كل واحد يخدم من جهته وكل واحد عنده هدف واحد هو الاستقلال. في 56 بودياف جاته فكره باش كذلك يكون آلة للإعلام. Il fallait une communication. Comme vous avez dit ou quelqu'un a dit, on a beau travailler, si on ne communique pas, ça sert à rien. Et là, il a créé, lui, il a voulu lancer le Muqawama al-Jazairiyya, la résistance algérienne. Le Muqawama, c'était aussi un journal. Le Muqawama, on a le Muqawama édition A, l'Oula, في باريس. B, في تطوان. C, في تونس. هذه أنا ما نعرفش واش صار في باريس ذاك الوقت ما وصلتش ولكن نقول لكم باللي في تطوان تكونت المقاومة تكونت le premier numéro c'est le 5 juillet 1956 5 juillet 56 après المجاهد. نعم après المجاهد. juste après من بعد عرفنا باللي في مارس افريل كان المجاهد هنا في الجزائر ولكن المجاهد هذاك الوقت ما كان جريده. C'était simplement renéoté, هكذا لا. C'était renéoté c'était pas un journal. أنا ما كانش كيفاش رحت في ليكو d'Alger تروح تطبع المجاهد ذاك الوقت. C'est pas possible. Alors donc c'était un bulletin renéoté, clandestin bien entendu, comme à Paris, comme partout. Et donc il y a une différence de 3 mois, c'est tout. بقات المقاومة la résistance algérienne انتشرت من juillet 56 إلى juillet 57. لماذا؟ لأن في ماي
ظل ماي جوان عبان رمضان جالس على تطوان قال لنا ما نبقاوش درك عندنا يعني ايديسيون ا ايديسيون بي ايديسيون سي وهذا الجبهه ما عندهاش 3 صوت عندها صوت واحد والصوت واحد هو المجاهد حبسنا هذاك الوقت لا ريزيستانس لو بروميير نيميرو دو مجاهد جورنال وين صدر في تطوان هذه باش مادام باش تعرفي والحاضرين يعرفوا لو تيتر كو فو فويي المجاهد هذا c'est quelque chose que personne ne sait هذا il a été dessiné à Tétouan par Mahdi Moussaoui rahimahullah. Voilà, ça, et c'est resté comme ça. Et le journal d'aujourd'hui porte aussi El Moudjahid tel qu'il a été dessiné en 1956 par Moussaoui. Voyez-vous. Et après, qui وصل العباد à ce moment-là قال لك يلزمنا المجاهد. هذاك الوقت حبسنا المقاومة صدر المجاهد. Le numéro وقيل له 7 و 8 هو الاولاني لان 1 jusqu'à 6 كان هنا في الجزائر ومن بعد لو 8 هو في تاع تطوان c'est le numéro le premier numéro du journal c'était donc le journal numéro 8 en réalité le numéro 8 c'était le numéro 1. Le 8, c'était le premier journal qui avait paru, le premier journal qui a paru à Tétouan. Le premier journal El Moudjahid paru à Tétouan, c'est en juillet 1957. Les rédacteurs, pour que vous le sachiez, du premier Moudjahid en juin 1957, c'était Reda Malek, France Fanon, محمد الميري شولي كان ما جاش بقى في تونس ما شفاش عليه ما جاش زهيري حدادا حاضر وي واسمه سليم بوزهر فانون انا قلنا فانون المتحدث nous étions là à faire le premier numéro journal في المجاهد في عندنا طبعنا واحد تما والثاني ومن تم مشينا لتونس. كيفاش كان يطبع؟ Moi je vous donne des informations parce que c'est des informations qui sont l'histoire et nous disparaissons. Et si ce n'est pas écrit, si ce n'est pas dit, chacun va raconter l'histoire à sa façon. Alors, donc, nous avons eu les 2 numéros et comment ils étaient faits, journaux. Ça aussi, c'est une chose à faire. Le journal était tiré dans une petite imprimerie d'un Espagnol, une petite imprimerie qui faisait les cartes de visite, vraiment une petite imprimerie qui faisait les attestations. Et cette imprimerie, on faisait le journal Moudjahid à plat. Il n'y avait même pas une rotative. À plat, on sortait le journal à plat, feuille par feuille, on le pliait à la main et on le distribuait. Autre chose, je voudrais vous dire, c'est que le Moudjahid de cette époque, c'est dommage, je ne l'ai plus retrouvé, il y avait une édition qui était faite pour les maquis. Seulement, les maquis, vous savez, quand les maquisards voyaient les mulets, hachakom et les ânes arriver, et préféraient avoir des armes que du papier. Or, le papier était lourd. Donc, ce qui était destiné au maquis, c'était du papier cigarette, du papier très très fin, de sorte que le journal lui-même, quand on le pliait bien, il n'était pas plus épais qu'une cigarette. Ça, c'est un petit détail que je voulais vous dire, parce que nous avons l'occasion d'en parler, et ce sont des points historiques que nous ne devrions pas oublier, parce que ce sont ces petits points historiques vrais qui font la vraie histoire de la Révolution. Merci.
شكرا للمجاهد الأستاذ علي هارون على هذه الشهادة المهمة، خاصة ونحن عشية اليوم الوطني للصحافة. طبعا تحضر معنا مجاهدة السيدة جميلة بوباشا اللي ربما راح تدير لنا شهادة حول الفقيدة زوجة سي عبد الملك تمام. تتفضل مشكورة. مساء الخير عليكم. الكوموندون سي محمد برواقية ما خلاليش بزاف حوايج نقولهم على فيفي الله يرحمها. فيفي الله يرحمها عقلتها في وقت الثورة وعقلتها في الحبس لما سجلنا وفي الاستقلال. بالنسبة لي فيفي تمام الله يرحمها، سمحوا لي ما نقدرش نهضر. بالنسبة لي كانت أخت كبيرة، كانت توجهنا في كلش. وشي اللي نثبت بالخصوص عليها هي اللي وجهها كان دايم يضحك، عمري ما شفتها مغبونة ولا حزينة. دايم تعملنا الكورات وتعملنا، حنا كنا شوية صغار عليها ماشي بزاف. واش نقدر نقول على فيفي؟ قد ما نقولوا على فيفي ما يكفيش. كانت شجاعة بزاف، والشجاعة ديالها كانت بالخصوص لما خلات ولد صغير موراها، يعني أم اللي تخلي ولادها موراها وهي في السجن يعني شيء صعيب. وهكذاك عمرنا ما شفنا الحزن على وجهها، كانت دايم تضحك، دايم تشجعنا، دايم تقولنا يفرج ربي كيف الحبس وعمرها ما تبدلت حتى من بعد الاستقلال. في الله يرحمها قعدت هي كانت كما نقولوا حنا قعدت على وجه واحد. في الثورة كنت ندي لها، كان سي جمال هنا وغير كما راح هو اللي عرفني بها، سي جمال بناي، أحمد بناي جي سي جمال ماكيزار. كنا نروحوا ليها، كنت تقريبا 3-4 مرات في الأسبوع ندي لها لو كوريي، كان يجينا من الجبل وانا نوصله لها للدار. لا غير سمحوني ما نقدرش نزيد نحضر على خاطر. بارك الله فيك، يعطيك الصحة المجاهدة جميلة بوباشا على هذه الشهادة. وكما جرت العادة نخليو سيدي علي تمام باش يختم لنا هذا اللقاء. سيدي علي تفضل باش يختم لنا هذا اللقاء باسم العائلة، ثم نخليو آخر كلمة لعمي سيدي علي عبد الحميد. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. C'est bon le micro là? C'est bon. Tout d'abord, je voudrais remercier les personnes d'El Moudjahed qui ont rendu possible ce forum. Donc, en l'occurrence, le directeur général, M. Achal Chofi, le rédacteur en chef, M. Kamal Oulman, la chargée de l'animation du forum, Mme Noura Chergui, et bien sûr le président de l'association Mesh'al, M. Mohamed Abbad, qui ont tous été très coopératifs et très disponibles pour la tenue de cet événement. Je remercie également toutes les personnes qui ont présenté les témoignages très touchants et les uns les autres, enfin, qui ont tous été très touchants. Toutes les personnes qui ont participé aux différents échanges et bien évidemment, je remercie tout ce public qui s'est déplacé pour venir assister à cet hommage. Avec tout ce que l'on vient d'entendre, je ne peux qu'être très touché, moi ainsi que les différents membres de ma famille, d'avoir été témoin d'un hommage aussi beau. Quand je vois une salle avec autant de monde, 40 années après le décès de Abdelmalek Temmam, et que je prends conscience que toutes ces personnes sont venues parce qu'elles l'aimaient, l'appréciaient ou le respectaient, je pense que ça procure un véritable sentiment d'apaisement et de grande fierté.
Personnellement, je l'ai connu à l'indépendance. Il venait d'être libéré, j'étais petit et je ne le connaissais que de nom. C'était donc assez spécial. Je savais qu'il était impliqué dans une lutte, qu'il avait été en prison, mais sans comprendre réellement ce qu'il venait de se passer. J'ai compris avec le temps à quel point c'était un homme engagé, à quel point il avait un véritable dévouement pour son pays. C'était bien sûr un patriote qui avait toujours porté l'Algérie dans son cœur, mais qui à côté de ça avait une grande ouverture d'esprit, que ce soit envers les autres nations, les autres cultures ou les autres religions. Il s'était investi pour son pays jusqu'à la fin, même quand sa santé ne le lui permettait plus. Pour lui, comme pour tous ceux qui se sont sacrifiés, pour qu'aujourd'hui nous soyons tous libres, il est de notre devoir à tous d'entretenir les mémoires de tous nos anciens. Voilà, encore une fois, merci beaucoup les uns et les autres pour votre présence et vos différentes contributions. Allah yarham shuhada ou Allah yatikum sah. على كل حال قبل الختام يحضر معنا رمز من رموز الحركة الوطنية عمي سيدي علي عبد الحميد، نخليه هو اللي يختم لنا هذا اللقاء، ونقول لكم يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله راح نكونوا في الرئيس حميد وراح نديروا اوماج لمراد بقشوره صاحب البيت اللي اجتمعوا فيه الستة تاريخيين في الرئيس حميدو، ونخليه عمي سيدي علي هو اللي يختم لنا هذا اللقاء. سيدي علي le cadre familial, il y a des témoignages, parce qu'il y a des choses qu'on ne savait pas, son passage à la bière. Bismillahirrahmanirrahim. Constructeur d'une institution. الشكر المجاد اللي نظم هذا اللقاء باش يكرموا أخينا عبد الملك تمام. عبد الملك عرفته في 41، هو كان باسكيتور في المولودية وانا كنت باسكيتور في اليسما. الآن مازال دائما في المولودية يسمى. كنا نتلاقاو 41 كان مازال ما دخلش للحزب. في 42 في ديسمبر لما نزلوا الحلفاء الامريكان بمبادرة ديال محمد طالب اللي كان مسؤول في البي اجتمعنا في مدرسة الرشاد اللي كنت كاتب عام ديالها. تلاقينا 7 الناس: محمد طالب، محمود عبدون، حسين عسلا، حليت علي بن الشيخ الحسين، أنايا عبد الملك تمام. في 7 نظمنا خالية اللي كان تكلم عليها هارون الكرنة. ما كناش الحزب والمناضلين اللي كنا نكونوهم في مدرسة الرشاد قلنا لهم رانا النظام. هما الشبان يخمموا باللي راهم في البي والحقيقة كنا في منظمة خاصة. لاش كان خاطر نقاش من قبل مع مصارية طول باش نتكلموا عليه. بدينا ذاك الوقت لنا تدابير. أول حاجة ما نروحوش للعسكر، عمرنا ما رحنا للعسكر. ثانيا السلاح كانوا بعض المناضلين يخدموا في المرصى شراو بعض الأسلحة. والنقطة الثالثة كنا نسيو دعاية باش ما يكونوش جزائريين يشاركوا السوسكريبسيون pour le milliard de la défense. وكملنا حتى 44 اندمج devenu PPA directement والعمل. عبد الملك العمل ديالو كان دايما مخفي. سيتي ريداكتور يعني يكتب من اللي عرفته حتى المات الله يرحمه كتابة. حاجة خصنا نقولها بعد الاستقلال، كانت الوزارة
عينتني باش يكون مدير في شركة المياه المعدنية في الغاية، وكان هذاك الوقت مشروع باش ينتجوا بور كوكا كولا. كانت الشركة البلان مازال ما عطانا مزرعة، رحت شفتو قلت له هذا المشروع بالخف عطا المسؤولين عطاوني دوفيز الناس نيسيسير باش تكتبوا لنا المشروبات. قبل بدينا في جانفي 14 أوت بدات الإنتاج حتى لأكتوبر باش البلان عطا التسريح. هذا باش تشوفوا الثقة اللي كانت بيناتنا. والسلام عليكم. يعطيكم الصحة. ما نظنش كاين خاتمة أحسن من هذه تاع سيدي علي. يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، شكرا.